Bonjour à tous, ici Alain Lemieux, votre animateur pour l'émission Entre deux traites. Bien content de vous retrouver pour cette première émission de la 5e saison du balado. Et oui, 5e saison, nous débutons comme à tous les automnes. Pour ma part, c'est ma 2e saison à l'animation que je commence. J'ai vraiment adoré le défi d'apprendre et de graduellement me sentir de plus en plus à l'aise à chaque nouvelle émission à l'animation. J'ai eu la chance de découvrir des invités tout aussi intéressants que variés, car la production laitière touche à beaucoup d'aspects. Donc, pour lancer cette 5e saison, nous allons jeter un coup d'œil au paysage politique. Le nouveau gouvernement Carney va déposer son premier budget le 4 novembre prochain. Le chef conservateur Pierre Poilievre est au retour aux communes. Le NPD a lancé sa course à la direction et la guerre commerciale avec les États-Unis est toujours en vigueur. Et il se passe tellement de choses, c'est parfois pas facile de tout suivre. L'économie ne va pas très bien, il y a des emplois qui disparaissent, l'impact de la guerre commerciale touche tous les domaines, à commencer par nos portefeuilles. Dans ce balado, on va donc tenter d'apporter un peu de clarté sur ce à quoi nous pouvons nous attendre du gouvernement et du Parlement, les discussions avec Donald Trump, et puis qu'est-ce que ça va donner pour le secteur laitier, d'autant plus que les négociations de la somme approchent. Donc, restez avec nous à l'émission En deux traites. Notre invité aujourd'hui est un analyste politique chevronné qui apparaît régulièrement à la télévision, à la radio et dans des podcasts au Canada et à l'étranger. Journaliste depuis plus de 40 années, il est basé à Toronto, Québec. Il a été basé, à Toronto, Québec, Montréal, Ottawa et Washington. Il était chef de bureau de la presse canadienne à Washington, puis à Ottawa. Il a ensuite rejoint la CBC comme rédacteur en chef du bureau parlementaire. Aujourd'hui, il est correspondant au Canada pour la prestigieuse revue The Economist. Rob Rousseau, bienvenue à Entre deux traites. Bien, merci Alain pour votre accueil chaleureux, puis plaisir d'être avec vous. Toujours heureux de recevoir des invités de marque comme vous à l'émission. C'est toujours très enrichissant. Mais c'est moi qui devrais vous remercier. Moi, quand je parle avec des gens, des cultivateurs, des gens qui sont sur le terrain, littéralement, oui, j'apprends beaucoup, puis j'apprécie vraiment l'opportunité. Ben, un échange de bons procédés, c'est bien ça. Rob, tu as vu des gouvernements de toutes sortes, j'imagine dans tes 40 années d'expérience, des gouvernements majoritaires, des gouvernements minoritaires. Le premier ministre Mark Carney est au pouvoir depuis quelques mois quand même. Qu'est-ce qui te frappe là, dans les circonstances parlementaires actuelles avec lui là? Bon, ben, il y a un focus, je dirais, un focus assez concentré sur juste une voie du gouvernement. Quand on compare ça au gouvernement Trudeau, qui avait un aspect social, je dirais, qui était assez prononcé pendant 10 ans. Ça me tente de dire que c'est pas complètement écarté, mais c'est définitivement pas la priorité, que c'était un gouvernement avec un focus sur l'économie et surtout sur la relation avec les relations commerciaux avec le reste du monde. Sauf que il y a un crocodile qui est plus proche à nous autres. Le crocodile, c'est M. Trump. Oui. Qui pose un danger, qui pose une menace à l'économie canadienne, je dirais même à l'intégrité canadienne aussi. Okay. Et il faut dealer avec lui parce que c'est le crocodile qui est plus proche à nous au Canada à l'instant. Alors, c'est une autre époque, c'est un autre gouvernement avec un focus complètement différent qui a été, je pense que M. Carney a été obligé de changer de focus, obligé aussi de jeter même ses propres principes. Quand je pense à l'environnement, je ne dis pas qu'il l'a nié, mais il était obligé de les mettre de côté pour l'instant.
D'accord. Mais c'est peut-être un changement de focus, mais pas forcément quelque chose de mauvais. Oh, je ne sais pas. Je pense pas que l'effet Trump, c'est une bonne chose pour le Canada. Mais c'est une bonne chose d'être secoué de notre torpeur. Je pense que là, vous avez raison, peut-être, Alain. Mhm. Monsieur Trump nous a obligés de nous regarder dans le miroir, surtout quand je pense à l'industrie canadienne. C'est devenu un peu paresseux. C'était facile à ramasser des grosses sommes d'argent, des grosses affaires avec les Américains. Ils n'avaient pas besoin des fois d'investir dans leur machinerie, de devenir plus efficaces. Ils n'ont pas été obligés non plus d'aller chercher des autres marchés outre-mer. Alors, ils ont pris la voie qui était le plus facile. Et c'était la voie nord-sud. Puis, soudainement, nos relations avec notre voisin nord-sud, qui a été responsable pour notre prospérité, surtout depuis l'époque de Mulroney, notre voisin est devenu un peu plus, je dirais, ogre. Mhm. Et alors, c'est plus le voisin qu'on pensait, c'est plus le voisin qui était proche à nous aider quand on avait besoin d'aide et qui représente au pire, une menace à notre intégrité territoriale, je dirais. Oui, vous complétez beaucoup ma pensée aussi là-dessus, je dois le dire. Bon, puis du côté, bon, il a été un peu écarté là, depuis un temps, mais du côté du chef conservateur, Pierre Poilievre, il est de retour à la Chambre des communes après avoir remporté l'élection partielle en Alberta. Après sa défaite, est-ce que Pierre Poilievre a changé? Bon, est-ce qu'il a changé personnellement? Je dirais non. Un homme de 45, 46 ans, c'est difficile à changer même après une défaite électorale. Mhm. Est-ce qu'il a changé des tactiques? Tactiquement, il a changé. Il se présente plus souvent devant les médias, les médias traditionnels. Il est même osé de se présenter en ondes à CBC, qu'il déteste de faire, certainement. Mais sur le plan stratégique, je dirais non. Il a perdu, je dirais, au moins un tiers de son bureau, des gens qui l'ont laissé parce qu'ils pensent pas, ces gens-là pensent pas qu'il va vraiment changer. Est-ce que c'est une bonne chose? Ben, moi, je pense que les Canadiens, les Canadiennes, ils sont assez capables de reconnaître quelqu'un qui est authentique, je dirais. Alors, je m'attends pas que M. Poilievre change vraiment. Est-ce qu'il serait capable de reconnaître vraiment ses lacunes? On verra. Une de ses lacunes, c'est qu'il ne s'est pas entouré avec une équipe chevronnée sur le plan économique. Il a pas tenté sérieusement de recruter des gens du premier plan avec l'expérience dans le monde d'affaires, dans le monde de agriculture non plus. Je dirais toutes sortes de plans. C'était des gens qui étaient loyaux envers lui surtout et pas des gens chevronnés, pas des gens qui seraient prêts à lui poser un challenge, pas sur son leadership, mais sur ses pensées. Est-ce qu'il serait capable de faire ça? Est-ce qu'il serait capable d'élargir les gens qui le conseillent? Ces signes-là vont être vraiment des signes de quelqu'un qui est en train de épanouir, je dirais, son esprit et de vraiment modifier sa façon de gérer une équipe. Parce que finalement, un leader, c'est un chef d'équipe. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fait signe de ça. On verra si ça va arriver ou non. OK. Mais quand même, tu sais, depuis qu'il est en poste, il a quand même réussi à avoir de bonnes cotes là, pour le Parti conservateur. Même en tout cas, plus de votes depuis Brian Mulroney, ou même plus de sièges depuis Stephen Harper. Oui. Euh, Puis quand il était
contre Justin Trudeau, il était quand même très, très populaire. Oui. Et ça, dans le contexte actuel, est-ce qu'il est, ben ça, vous me parliez un peu on va dire, de son leadership. Est-ce que il est capable de se mesurer à Mark Carney? Si j'avais toutes les réponses comme ça dans l'avenir, j'achèterais immédiatement, Alain, un billet de 6,49. Et ça serait un billet gagnant. Mais je peux vous dire que c'est vrai qu'il a fait des avances importantes pendant les dernières élections. Et si on regarde les sondages actuellement, il est à kiff-kiff. Son parti est à kiff-kiff avec le Parti libéral. Mais quand on regarde les chiffres personnels, c'est qui le premier ministre préféré au Canada? Il traîne des longues distances encore, M. Carney. Et dans un monde où il y a un NPD qui est très, très faible, l'avantage serait toujours avec les libéraux parce que les conservateurs, ils ont besoin des luttes à 3 partis serrées pour vraiment être avantagés en dehors du Ouest canadien. Ils ont besoin d'un NPD robuste pour diviser le vote progressiste dans le reste du Canada. Est-ce que M. Poilievre est rassurant pour des voteurs potentiels néo-démocrates? J'y dirais que non. Alors, c'est ça le problème. Son problème, c'est avec les gens qui sont dans le centre et à gauche, et surtout avec des femmes. Il y a toujours des problèmes à attirer l'appui des femmes au Canada et il cherche un motif pour voter pour lui, mais jusqu'à maintenant, il se présente pas comme une option rassurante pour eux autres. Il est vu comme quelqu'un qui est très partisan, pas assez sérieux, pas assez profond. Avec les menaces de Trump, je sais que c'est tombé dans la liste de priorités canadiennes. C'est maintenant numéro 3, je pense, la menace de M. Trump. Mais il sera avec nous pour 3 ans, les 3 ans prochains. Et je pense pas que ça va diminuer d'une façon assez importante, que ça va nier l'effet Trump dans les votes, dans les intentions de vote des gens comme les progressistes au Canada et les femmes. Alors, il y aura un défi pour Monsieur Poilievre. Il compte sur un échec de Mark Carney. Et quand on pense sur l'échec des autres, c'est pas vraiment une stratégie gagnante dans l'histoire politique canadienne. OK. Puis, vous avez glissé dans votre dernière intervention en parlant du NPD, qui a été sérieusement amoché aux dernières élections. Est-ce qu'on peut encore considérer que c'est un parti qui peut remonter? Oui. Je pense qu'il y a, si on regarde dans toutes les législatures au travers du pays, il y a 150 députés néo-démocrates. Ça représente une très bonne base. Il y a des gouvernements néo-démocrates en Colombie-Britannique et au Manitoba, où Wab Kinew est le premier ministre le plus populaire au pays. Je pense que les néo-démocrates forment l'opposition à Saskatchewan, puis en Alberta, puis en Ontario aussi. Alors ça, c'est une excellente base. Alors, pour moi, il y aura toujours un NPD au Canada. Au niveau fédéral, ils doivent décider s'ils seront un parti qui veut vraiment atteindre le pouvoir un jour, ça veut dire un parti plus pragmatique, ou un parti qui veut agir comme la conscience du Parlement. Si c'est le dernier, il y aura toujours, moi, je pense, des députés néo-démocrates, mais leur influence sera minime. Alors, c'est à eux autres de décider. Actuellement, de ce que je vois des candidats qui se présentent, ça représente pas vraiment une menace au Parti libéral du côté progressiste parce qu'il y a une ouverture assez importante, je dirais. Depuis que Mark Carney est arrivé, comme j'ai dit au début,
c'est pas un parti qui s'occupe vraiment avec les questions sociales au Canada. Alors, il y a une ouverture. Pour un parti néo-démocrate, pour en profiter de ça, ils doivent parler des choses qui sont les priorités des gens, les ouvriers, ouvrières du Canada. Jusqu'à maintenant, j'ai pas entendu beaucoup à ce sujet. Ils commencent d'en parler. Je note avec intérêt la candidature d'un syndicaliste du Colombie-Britannique, M. Ashton, qui pourrait être intéressant. Mais les autres candidates, Madame McPherson puis Avi Lewis, ils sont plus connus pour leur position sur le Proche-Orient, qui est pas vraiment qui fait pas la priorité des gens, les travailleuses au Canada. Alors, on verra comment la course au leadership va s'évoluer. Je pense qu'il y a une ouverture pour le Parti néo-démocratique. C'est à eux autres de déterminer si, au niveau fédéral, ils vont se rétablir ou ils vont disparaître. Mais au travers le pays canadien, le pan canadien, non. Il y a toujours, je pense, une tendance des gens qui veulent voter pour un parti progressistes au Canada, les néo-démocrates, ils ont des racines assez profondes et je pense, c'est là au niveau provincial où ils vont trouver leur chef de l'avenir. OK. Donc tout dépend du nouveau chef qui dirigera le parti, puis aussi des orientations qu'ils vont prendre dans leur programme parlementaire. Oui, s'ils seront assez habiles de profiter de l'ouverture qui se présente maintenant à cause du shift vers la droite du Parti libéral sur Mark Carney. Mm-hmm. Donc, ça va être à suivre. Et parlons aussi du Bloc. Pour sa part, le Bloc il monte en puissance et surtout, je ne sais pas si ça a un lien avec aussi ce qui se passe au Québec. Que là, toujours. Oui, donc, c'est ça. J'imagine que les Québécois s'identifient probablement un peu plus là, au niveau fédéral et aussi avec le Bloc. Est-ce que lui, de son côté, il risque aussi de monter en popularité? Mais c'est intéressant de voir l'évolution, ça veut dire, de M. Blanchette. Il y a juste 2-3 mois, il a dit qu'il n'y avait aucune intention de voter contre le gouvernement dans des votes de confiance pour un an. Ça a l'air qu'il a écourtisé sa période de liberté pour le Parti libéral. Il se montre de plus en plus agressif. Je ne sais pas si c'est à cause des conditions sur le terrain au Québec. D'après que je sais, il y a toujours eu des difficultés avec le chef du Parti québécois. Est-ce qu'ils sont en train de s'aligner avant un référendum éventuel? On verra, parce que on sait qu'il y a toujours la possibilité d'un référendum dans le premier mandat avec le Parti québécois. Monsieur Blanchette se montre de plus en plus agressif. Il a désigné, il a mis des lignes dans le sable assez profondes. Est-ce que ça va être aux conservateurs ou aux certains membres du Parti néo-démocratique de sauver le gouvernement dans les votes de confiance? On verra. Je pense pas qu'il y ait un appétit pour des autres élections. Je pense que M. Blanchette le sait. Moi, j'attends que quelques députés, soit néo-démocratiques, soit conservateurs, soit bloquistes, développent un petit grip la veille avant des votes de confiance pour que le gouvernement Carney va encore survivre je dirais, pour un autre vote de confiance, pour une autre année. Mais moi, je suis assez vieux. J'étais jeune, j'étais pas journaliste encore, mais je me souviens comme le gouvernement de M. Clark était assuré de passer son budget 9 mois après qu'ils ont été élus. Et finalement, ils ont été défaits par un parti libéral sans chef, sans leader. Ils ont dû rappeler
le Monsieur Trudeau, le père, qui a déjà démissionné, et l'histoire du Parti libéral, l'histoire du pays a complètement viré à cause de ça. Alors, moi, je compterai pas sur, comme j'ai dit, il n'y a pas d'effet dans l'avenir. Ouais, ouais. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller. On manquera pas d'animation sur ce côté-là. Euh, là, prochainement, le 4 novembre, Mark Carney parle de son budget qui dit austère et d'investissement. C'est deux idées, il me semble, qui se contredisent. Mais que veut-il dire avec ça? Qu'il y aura certains secteurs du gouvernement qui vont sentir la sévérité de l'austérité. Okay. Moi, si j'étais un fonctionnaire fédéral, je serais très inquiète maintenant. Surtout si tu travailles dans des départements à part de la défense, à part de la santé, à part de l'énergie, je dirais. Je pense qu'on va avoir des coupures assez importantes. Plus sévères dans les autres départements, je dirais, comme les affaires extérieures ou des autres départements. Je pense que la hache, il est en train d'aiguiser son hache maintenant. OK. Donc, il y aurait sûrement on devrait s'attendre à ça. Okay. Quand on parle des investissements, moi, j'ai hâte de voir, comme plusieurs autres Canadiens, s'ils seraient prêts à supporter un oléoduc vers l'Ouest canadien, Pacifique, ou si ils pensent qu'avec un accord avec Trump sur Keystone, qui est pas un oléoduc Est-Ouest, mais un oléoduc Nord-Sud avec le pipeline déjà dans le terrain du côté canadien, les permis sont déjà là. Comme on dit au golf, c'est un gimme pot. Ça serait pas difficile pour le côté canadien d'approuver un tel projet. S'ils pensent que ça va soulager les gens en Alberta, moi je dirais probablement pas. Ils veulent voir quand même au moins le support pour un projet dans l'avenir qui va amener un pipeline vers l'ouest. Alors, quand ça vient aux investissements, ça c'est une à suivre. Et c'est un économiste qui est prêt à dire que nos dettes vont être plus lourdes, mais il n'est pas prêt à nous dire quand est-ce qu'il va équilibrer le budget. Je trouve ça un peu étonnant. Peut-être que ça va venir, mais jusqu'à maintenant, il offre aucune date pour ça. Et peut-être que c'est pas juste de demander ça, parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas la nature de notre relation économique avec les États-Unis. Ça pourrait tout changer. Si soudainement on n'a pas un accord de libre-échange nord-américain après d'ici un an, ça pourrait bouleverser l'économie canadienne et ça peut nous mettre vraiment dans une situation difficile. Déjà, je trouve que M. Carney nous prépare. Il prépare le terrain certainement pour une période difficile de transition. La question qu'on se pose, et lui-même, il ne sait pas la réponse encore, mais il admet qu'il y aura une telle période, une période de transition, comme il nous a dit dans une entrevue avec l'Économiste il y a 2 semaines, we have a timing issue. Ça veut dire qu'il y aura une période entre l'accord avec les États-Unis et la diversification de l'économie canadienne qui va durer plusieurs années. Tout le monde le sait maintenant que c'est pas quelque chose qui va se produire dans 1 an ou 2 ans. Ça pourrait prendre même une génération. Quand je parle aux gens autour de M. Carney, il parle d'une transition qui va durer une génération. Pour moi, ça c'est 20 ans. Et ça pourrait être une période assez difficile pour les Canadiennes. OK. Et justement, durant les dernières élections, Donald Trump, il a monté beaucoup dans les préoccupations des électeurs. Puis Mark Carney, en tout cas, de mon point de vue, semble se débrouiller, on va dire, avec le personnage coloré qui est Donald Trump.
Euh, qu'est-ce qu'il en est vraiment, là? Je veux dire, on le sent que quand il rencontre à la Maison-Blanche, qui est parfaitement en contrôle, mais quand même, c'est quand même Donald Trump. Oui, et un défi politique pour M. Carney, Mhm. c'est qu'il a fait campagne de quelqu'un qui était prêt à confronter M. Trump. Il a gagné parce que les gens pensaient que c'était l'homme de l'histoire, c'est l'homme du moment, c'est l'homme qui pourrait faire face à M. Trump et qui pourrait éliminer les tarifs. Et c'est pas le cas. Maintenant, M. Carney est obligé de dire aux Canadiens la réalité. La réalité, c'est que M. Trump représente un fait politique qui va pas disparaître avant la 2028. Alors, on est obligé de faire affaire avec M. Trump. Et pour faire affaire avec M. Trump, ça veut dire qu'il faut avouer que les États-Unis, les Américains, même en dessous de Donald Trump, est toujours et demeurerait pour un bon secousse, comme on dit en bon québécois, un Oui. bon période de temps, la nation le plus important, sinon indispensable pour le Canada, sur le plan économique et sur le plan de notre sécurité aussi. Alors, si on fait face à ça, ça veut dire qu'il faut arriver à un arrangement avec M. Trump. Il n'y aura pas une élimination des tarifs. Il va falloir vivre avec ça. Alors, est-ce qu'on peut faire ça et garder notre indépendance? Est-ce qu'on pourrait faire ça, garder notre prospérité? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut faire ça et garder notre sécurité? Ben, sont des gros défis pour M. Carney, mais c'est surtout le fait qu'il faut tranquillement, il essaie de le faire, avouer que sa campagne n'était pas en fraude. Je pense que ça serait trop dur à dire, mais il a dû faire campagne d'une certaine façon contre M. Trump et maintenant, il doit se présenter comme le meilleur ami des Américains. Un challenge politique, ça. C'est quand même quelque chose on va dire, quasiment du jamais vu pour un premier ministre, là, que ce genre de défi-là. Mais Oui. est-ce que la menace du 51e État, est-ce que pensez-vous que c'est quelque chose qui pourrait arriver ou ben c'était juste pour faire un peu du zèle, là? Mais je pense pas qu'on va voir les forces armées américaines traverser la frontière pour nous envahir. Je pense que ça va pas se produire. Hmm. C'est ça, on dit. Est-ce que s'il y aura un référendum en Alberta, est-ce que Donald Trump serait heureux de voir la séparation d'Alberta? Oui. Si on regarde l'acte sur la clarté qui a été déclaré après le dernier référendum au Québec, un des critères pour une séparation légitime d'après la Cour suprême, c'est la connaissance internationale. Et moi, je suis convaincu que le premier pays de reconnaître un Alberta souverain et indépendante, ça serait les Américains sous Donald Trump. Alors, il représente une menace là-dessus d'une grande façon. Pourquoi? Ben parce que ils sont, je dirais, des cousins politiques. C'est un fait qu'il y a des gens qui supportent M. Trump et les républicains qui sont plus conservateurs en Alberta et Saskatchewan dans des chiffres plus importants qu'ailleurs au Canada. Et il y a toujours le fait que l'Alberta et le Saskatchewan, surtout l'Alberta, ils sont plus prospères que les autres provinces dans le Canada aussi. Alors, c'est un arrangement qui pourrait faire l'affaire de M. Trump, qui a des rêves d'une expansion territoriale des États-Unis, qui aimerait avoir des autres supporters pour son parti républicain et qui aimerait surtout d'avoir les ressources de l'Ouest canadien en Alberta
ça pourrait lui arranger. Alors, est-ce qu'il serait intéressé dans une province comme le Québec? Moi, je pense pas. Mais si les Québécois se rendraient à sauter dans ses bras, il serait pas malheureux, mais je pense pas que ça serait plus compliqué pour lui parce que les Québécois aiment leur culture et leur langue. Ils se voient pas comme des cousins politiques de Donald Trump, surtout pas. Ça serait plus compliqué, mais il représente une menace au Canada à cause du fait qu'il serait très, très intéressant à absorber la province d'Alberta comme 51e État. OK. Bon, ben, Rob, on va faire une petite pause. Là, on a exploré un peu le paysage politique des derniers mois, mais après la pause, on va continuer sur la guerre commerciale, les négociations, les accords commerciaux, puis aussi qu'est-ce que ça implique pour le secteur laitier. Donc, restez là. Nous, les producteurs laitiers canadiens, on s'engage à suivre ProAction, notre programme national d'assurance de la qualité comprenant 6 volets. Le volet qualité du lait, par exemple, veille au respect de normes élevées en production laitière. Le volet salubrité des aliments garantit entre autres que notre lait respecte 42 exigences. Et il y a le volet bien-être animal qui assure le bien-être de nos vaches. ProAction redéfinit les normes d'excellence. Voilà ce qu'on retrouve derrière le logo de la vache bleue, les producteurs laitiers du Canada. De retour à Entre deux traites avec notre invité Rob Rousseau, correspondant canadien à The Economist. Alors, Rob, depuis son élection, Trump a placé le commerce, le déficit commercial et les droits de douane au cœur de la politique économique. Ces priorités sont si importantes à ses yeux qu'il a radicalement transformé les relations commerciales entre les États-Unis et tous les autres pays du monde. Pensez-vous que c'est une bonne stratégie? Non, je pense pas. Je pense pas que les Américains sont prêts à payer 10, 15 000 $ de plus pour leur voiture. Je pense pas ils seraient prêts à payer 3 000 $ au lieu de 1 000 $ pour un iPhone. Mais finalement, c'est ça son rêve. C'est un rêve de retourner les États-Unis à une époque qui n'existe plus, l'époque après la Deuxième Guerre mondiale, où tout était produit aux États-Unis. Tout les Américains, et nous aussi, je dirais, au Canada, on est habitués à payer un certain prix pour nos choses essentielles. Et pour rapatrier toutes les manufacturiers qui veulent rapatrier, ça représenterait une augmentation de prix. Alors, économiquement, je pense pas que ça va fonctionner. Mais est-ce qu'il va réussir à attirer des usines, des compagnies étrangères? Moi, je pense que c'est déjà en train de se produire. Il y a déjà des présences, des compagnies assez importantes, européennes surtout, quelques compagnies asiatiques qui commencent déjà à construire des usines aux États-Unis, mais ça va prendre des années. Des années avant qu'on sait si ça va vraiment remplacer toute la croissance économique, tous les biens économiques, tous les avantages économiques qui étaient là à cause de la globalisation. On va pas savoir vraiment le verdict pour plusieurs années après que M. Trump part de la Maison-Blanche. Mais il y a personne, surtout dans l'entourage de M. Carney, qui pense que c'est un changement temporaire. Ils pensent tous, même s'il y aura un démocrate qui sera élu en 2028, ils pensent que cet régime isolationniste, protectionniste, c'est un régime qui va durer après le départ de Trump. Alors, nous, au Canada, pour nous autres, ça représente un choc. Comme dit Monsieur Carney, est-ce que ça nous devrait forcer
de diversifier, oui. Mais est-ce qu'on pourrait vraiment échapper le tir magnétique d'un marché de 340 millions des consommateurs les plus riches au monde qui sont accessibles par des rails et par des camions? Moi, je pense pas. Je pense que c'est un peu un rêve si on pense qu'on pourrait vraiment remplacer cette croissance économique, cette masse économique avec des échanges avec les Asiatiques et les Européens. On ne peut pas la remplacer. On pourrait l'augmenter, mais la priorité numéro 1 pour les négociateurs canadiens demeure toujours de garder l'accès à un États-Unis prospère au plus bas prix. Quand je demande aux négociateurs canadiens c'est quoi la priorité, c'est ça. Il faut garder l'accès au marché américain au plus bas prix. OK. Donc, est-ce que il pourrait avoir un genre de prise de conscience de chacun des côtés de la frontière à se dire on serait beaucoup mieux de travailler ensemble puis de travailler à baisser les tarifs pour améliorer les relations? Oui, je pense que c'est ça que M. Carney tente de faire. Mm-hmm. Il tente de dire aux Américains on pourrait travailler ensemble dans certains domaines. Leur apparence de Keystone, disons, OK? Ça, c'est un argument que le Canadien a fait depuis l'arrivée de M. Trump. Ça veut dire, on pourrait vous fournir le pétrole canadien à un meilleur prix que le prix international qui vous laisse l'opportunité de vous exporter votre propre produit pétrolier parce que on ne devrait jamais oublier que les États-Unis, c'est le pays qui exporte le plus de pétroleum au monde. Alors, l'argument canadien, c'est à la place de nous punir, de mettre des tarifs sur nos produits, surtout nos produits énergétiques, on pourrait vous fournir un pétrole canadien à un meilleur prix qui vous laisse l'opportunité de projeter votre force économique, sinon votre force militaire, au travers le monde, et ça vous donne l'espace. En échange pour ça, vous devriez prendre conscience du fait qu'on a besoin d'un accès privilégié à vos marchés. Je pense que M. Trump est en train de considérer ça. Il a montré une certaine flexibilité la semaine passée quand il parlait du fait qu'après ces discussions avec M. Carney, que les Canadiens, ils vont nous aimer. C'est ça qu'il a dit. Encore. Ils vont nous aimer encore. Mais jusqu'à maintenant, il n'a pas fait preuve de ça. Moi, je pense que si on me demande sont toutes les négociations, je dirais qu'ils ont fait des avances, surtout dans des questions des douanes sur l'acier, l'aluminium, et peut-être le bois d'œuvre, on verra, pas dans la section des autos, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas un accord final. Ça veut dire qu'il y a un blocus. Il y a un blocus à quelque part, et on ne sait pas où c'est le blocus, mais c'était assez important pour arrêter le progrès qui semblait être fait la semaine passée. OK. Puis, on sent, en tout cas, depuis toujours, que Trump a une obsession pour le lait. Je dirais plus pour le coq diète. Ouais. Pas pour le lait, mais je pense que je comprends peut-être son lait ou notre lait, en tout cas, au moins notre système de gestion de l'offre. Est-ce que parce qu'à sa dernière rencontre avec Carney, je pense qu'il y en a été question. Oui. Mais on va jamais changer le calculus politique. Le calculus politique, c'est que le Wisconsin demeure toujours un État qui pourrait déterminer qui va être le président des États-Unis. Alors,
autant que c'est le fait, je pense qu'on va jamais échapper cette question-là. Est-ce que est-ce que c'est devenu un trophée pour Monsieur Trump? Oui, je pense que oui. Est-ce que ça changerait grand-chose si ça serait un démocrate? Non, je pense que même Biden, il n'aimait pas vraiment notre système de gestion de l'offre, surtout sur le lait, et il se plaignait toujours. Mais avec Monsieur Trump, c'est un trophée qu'il veut gagner. Alors, c'est bien évident, vous êtes ciblé. Jusqu'à maintenant, M. Carney insiste qu'il y a aucune question d'abandonner notre système de gestion de l'offre. Est-ce que je m'attendrai à un peu plus de quotas qui sera donné aux Américains? Je pense que oui. Mais je vois aucun signe maintenant que le gouvernement canadien est prêt à abandonner notre système. Et je pense que, comme je vous ai dit à Toronto pendant l'été, que vous avez un argument qui serait facile pour M. Trump à comprendre. Ça veut dire que lui, il est en train de protéger les industries américaines qui font partie de sa stratégie de sécurité nationale. Je pense que c'est le même argument que les cultivateurs du produit laitier pourraient lui offrir aussi. Vous êtes en train de protéger une industrie qui est clé à notre sécurité nationale et ça veut dire notre chaîne notre chaîne de c'est quoi le mot que je cherche? L'approvisionnement? Approvisionnement, c'est ça. OK. Puis, dans les négociations à venir pour la somme, Trump dit que, justement, il va inclure des éléments de produits laitiers là-dedans. Est-ce qu'il a laissé voir qu'est-ce qu'il entend par là? Non. Évidemment, il aimerait écraser le système. Mais comme j'ai dit avant, il a besoin d'une victoire. Il a besoin d'un trophée. Lui, il aime des gros trophées d'or. Hein? Oui. Est-ce qu'il va avoir un petit trophée? Est-ce qu'il sera content avec un petit trophée d'or? Ça, on verra. Mais il est toujours, il est bien pratiqué quand ça vient au moment d'exagérer des gains, des victoires. Oui. Peut-être qu'il serait content avec un petit trophée qui pourrait exagérer. Prends juste le niveau de tarif. Il parle des tarifs de 400, 500%. On sait bien que c'est pas le cas. On sait bien qu'il y a un tarif entre 250% et 300, mais ils n'ont jamais atteint ce niveau de tarif parce qu'ils n'ont jamais atteint le niveau de quota pour payer ces tarifs-là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui aime exagérer? Oui. Peut-être qu'il serait content avec un petit trophée d'or. Donc, peut-être créer une sorte de brèche. Peut-être. Moi, demande-moi pas de me mettre dans la tête de Donald Trump parce que aucune idée. Mais est-ce qu'il aura besoin d'une victoire? Je pense que oui. Y aura-t-il un compromis? Peut-être. Mais jusqu'à maintenant, c'est même pas sur la table. Ils en discutent pas. On m'insiste qu'ils en discutent pas la gestion de l'offre. C'est aucune question de le faire. Les négociations maintenant, ils sont en train de s'élargir sur certaines questions. Comme tout le monde était un peu surpris de voir que Keystone était sur la table, parce qu'on pensait que c'était des négociations sur sur certains secteurs de l'économie. Ça m'étonnerait pas de voir des questions stratégiques de défense, comme le système antimissile. Mais aux questions sur le sujet de la gestion de l'offre, c'est pas sur la table. OK. Mais pour l'instant. Oui, pour l'instant. Oui. Mais quand même, Mark Carney, dans son discours du trône, a quand même mentionné, puis ça avec l'accord de tous les partis politiques, que le secteur laitier ne serait pas justement sur la table. Donc, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler. Mais donc, c'est ça, ça va être à suivre. Oui, je dirais que la pression sur M. Carney serait énorme.
Mais est-ce que ça va être quelque chose qui va se présenter dans le ronde quand ça vient le temps de renégocier le pacte nord-américain? Oui, je pense que c'est à ce moment-là que vous serez ciblé. Maintenant, c'est juste de bruit de Donald Trump. Ça fait pas partie des négociations actuelles. Mais ça vaut quand même la peine d'essayer de s'entendre avec notre voisin américain. Oui, oui. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est devenu de plus en plus liés aux États-Unis. Après l'accord de libre-échange de M. Mulroney, on peut dire que notre prospérité et, je dirais aussi, notre sécurité dépend lourdement sur les États-Unis. On ne peut pas défendre l'Arctique maintenant. S'il y aura un croisière, des gros bateaux dans le Grand Nord qui seront pris dans la glace un jour, on n'est pas vraiment capable maintenant de monter une opération de sauvetage toute seule. Nous dépendons sur les Américains pour garantir la souveraineté canadienne dans l'Arctique. Et ça serait le cas pour plusieurs décennies. Okay, ça va prendre du temps. Alors, on est lié aux États-Unis, on est lié aux États-Unis économiquement aussi. On a réussi à bâtir une prospérité qui est vraiment l'envie du reste du monde. Il y a toujours des gens qui veulent venir au Canada à cause de notre standard de vie, mais le prix qu'on a payé pour ça, c'est qu'on est dépendant des États-Unis aussi. Et quand on n'était pas vraiment habile, on n'était pas vraiment assez, je dirais, on bougeait pas assez vite pour prendre avantage des autres opportunités, surtout dans des pays asiatiques, et on paye le prix maintenant. OK. Mais au niveau mondial, est-ce que on voit que Mark Carney, quand même, entretient ses relations avec d'autres pays outre les États-Unis. Est-ce que il y a vraiment est-ce que c'est vraiment une bonne option d'aller considérer, on va dire, les relations avec d'autres pays, puis d'écarter les États-Unis? Écarter, non. Mais les gens autour de M. Carney, ils ont une stratégie. Ils l'appellent rapetisser les océans. OK. Ça veut dire ramène les continents d'Europe et Asie plus proches au Canada. Une stratégie intéressante. C'est bien évident qu'on a besoin des investissements asiatiques et européens, mais on ne peut pas nier la géographie. On ne peut pas nier non plus le fait que ça serait toujours plus efficace de faire échange avec un pays qui est attaché à nous par une ligne invisible. Prends votre ferme. J'imagine que vous êtes peut-être 3-4 heures au maximum d'un marché américain si un jour vous aimeriez attaquer ce marché-là. C'est le cas pour le reste du Canada. 90% de la population canadienne est située, je pense, à juste 2 heures de route de la frontière américaine. Oui. On ne pourrait jamais nier cet avantage géographique. Mais est-ce que ça vaut la peine de diversifier nos investissements? Absolument. Mais ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui a déjà été essayé. Je pense la troisième option de Pierre Trudeau, qui a essayé de faire ça, qui a été finalement abandonné par Brian Mulroney. C'est incontournable, la réalité géographique, mais c'est devenu comme une drogue. On est tombé dépendant. Mais peut-être que justement d'aller faire des ententes avec d'autres pays outre-Atlantique ou outre-Pacifique pourra justement faire réaliser à Donald Trump, tu sais, mettons, ou même à notre pays, que justement l'importance des échanges
nord-sud, c'est beaucoup plus profitable, on va dire, pour les deux, là. Oui. Mm. Oui, puis il y a aussi la question de la Chine aussi. Oui. Y a-t-il un autre pays qui serait prêt à accepter nos ressources naturelles, surtout l'énergie? La Chine est affamée pour l'énergie. Est-ce qu'ils seront prêts à accepter? Je pense qu'il y a des Américains qui m'ont dit, même des républicains qui ont dit, on veut pas que votre ressource naturelle se tourne vers la Chine. On veut pas ça. Alors, est-ce que le Canada, est-ce que M. Carney est assez habile pour faire un petit danse, un petit jig avec les Chinois et juste pour manifester les opportunités qui représentent la Chine? Est-ce que c'est dangereux pour le Canada? Moi, je pense que oui. On devrait faire affaire avec la Chine, comme M. Carney a dit, dans certains secteurs, et on devrait garder les autres secteurs pour les États-Unis, surtout des secteurs technologiques. Mais je pense que c'est réaliste de faire affaire avec la Chine. Il représente le marché qui est en pleine croissance encore. Mais l'avantage géographique et, je dirais, nos valeurs aussi. Je pense que nos valeurs de liberté, nos valeurs de comment on traite nos travailleurs, on aura toujours plus en commun avec les Américains que les Chinois. Mais d'aller au mondial un peu, ça fait en quelque sorte un levier de négociation avec les États-Unis. Oui. Oui, oui. Et c'est pas juste une tactique de négociation. Je dirais que ça a du bon sens aussi économiquement. Okay. Comme j'ai dit, il faut investir. Il faut être plus productif. Il faut être plus efficace. Il faut acheter la technologie du dernier moment pour faire affaire avec les Asiatiques et les Européens. Et c'est le temps, c'est le moment. Je pense que si on voit des investissements et des dons, ou des autres encouragements du gouvernement fédéral pour les investissements pour que nos industries et même, je dirais, nos cultivateurs arrivent à un certain niveau technologique, ça serait un bon investissement pour le Canada. Mm-hmm. D'accord. Je pense que ça conclut peut-être ma série de questions pour aujourd'hui. Mais, Alain, vous étiez très patient avec un Torontois qui parle un français comme un vache espagnol. Mais je trouve que vous êtes quand même très bien débrouillé. Je suis sûr que nos auditeurs vont comprendre très bien votre parler. Moi, j'admire les gens qui sont capables de maîtriser les deux langues comme vous le faites. Maîtriser, non. Boucher, oui, des fois. Mais oui. Quand même, ça fait un plaisir. Hein. Merci beaucoup, M. Rousseau. À la prochaine. À la prochaine. Voilà qui résume bien le dernier passage de montagne russe politique du Canada et bien sûr le bras de fer commercial actuel avec les États-Unis. J'espère que cette entrevue vous a permis d'y voir un peu plus clair. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toujours coincés entre la diplomatie du sirop d'érable et les crises tarifaires. Donc, à suivre. Nous continuerons d'observer la façon dont le gouvernement Carney joue ses cartes et navigue dans les eaux troubles de ce gouvernement minoritaire et la position de l'industrie laitière dans tout ça. Qui sait, on en reparlera peut-être dans cette 5e saison du podcast. Voilà. Donc, si vous avez apprécié l'épisode ou que vous avez des commentaires à apporter ou des suggestions de sujets à traiter à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Blue Sky, Facebook et X. Nous sommes toujours heureux d'avoir des nouvelles sur ces plateformes de vous. Et puis, j'ai aussi le lien pour l'émission sur ma page Instagram, Ferme Lisière Bio. Donc, merci aussi à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada et notre équipe à l'émission. Un grand merci à Bruce Sargent et Carl Bélanger et à, bien sûr, notre invité, Rob Rousseau. On se retrouve pour une prochaine émission en 2 traites. Je vous souhaite un bel automne et à la prochaine.